Troisième et dernière partie de notre émission. Le numéro de ce jour est consacré au Gabon où les électeurs viennent d'adopter une nouvelle constitution avec 91,80% des voix. Alors, nous parlions donc des conditions d'éligibilité du prochain président de la République, telles que contenues dans l'actuelle constitution. Alors, ce qui est intéressant aussi, et qui montre peut-être que tout ne passe pas comme une lettre à la poste, c'est que dans la première monture, vous avez la condition être de père et de mère pour être président, pour être candidat, pardon. Et là, la dernière monture consacre donc qu'il faut être de père ou de mère. Une avancée positive, on dira. Oui, moi je trouve que c'est une avancée positive pour la simple unique raison que quand nous sortions du 30 août, nous sortions d'un régime qui avait marginalisé le peuple gabonais sur son propre sol. Et les Gabonais ont pris ça, non pas une décision personnelle de M. Ali Bongo, mais qui était une décision personnelle de son épouse qui avait fait en sorte que ce sont les non-Gabonais qui dirigent les Gabonais. Quelqu'un a payé le prix de ça. Si M. Akon-Bessi, qui était presque le président bis du Gabon, a été détesté à ce point, c'est parce que les gens disaient ce sont des étrangers qui gèrent les Gabonais, ce ne sont pas les Gabonais. Donc en sortant de là, M. Oligui Nguema ne pouvait pas aller contre cet avis du peuple gabonais qui voulait absolument à ce que ça soit des Gabonais de père et de mère qui se reconnaissent dans le Gabon, qui dirigent, qui puissent accéder à la tête du pays. Ça, moi, j'étais tout à fait d'accord. Bon, en tant qu'homme politique, en tant qu'un homme quand même assez averti, d'autres chefs d'État, d'autres voix sont arrivées pour lui dire... Ah, pensez-vous? Oui, parce qu'il y a même eu des émissaires qui sont venus de Côte d'Ivoire pour dire attention, nous on a connu ça, il ne faut pas trop ouvrir la boîte de Pandore. C'est pour cela qu'il a mis de l'eau dans son vin, il a fait ça, et nous, il a remis le PDG en course. Bon, on a gagné d'un côté. Avec quel candidat? Non, il a remis, parce que les recommandations, parce que ce que vous dites là, oui, concernant le maire gabonais, ce sont l'une des recommandations du dialogue politique inclusif. Donc, et même dans le même dialogue politique, on a aussi dit qu'on ne voulait pas le PDG. Mais le PDG est revenu. Par contre, cette loi qui était quand même assez dure et qui pouvait nous amener dans des méandres où le pays allait perdre, ça, on a mis de l'eau dans le vin. C'est pour ça aussi que je dis que, voilà, c'est une très bonne loi. Mais il n'y a pas que ça. En consacrant le 30 août, parce que j'ai vu d'autres qui ont dit on va mettre en avant un truc de coup d'État. Non, ça n'a rien à voir. Le 14 juillet, c'est quoi? C'est pas la révolution, il n'y a pas eu de morts. C'est une date fondatrice maintenant du Gabon. Il faut qu'on la célèbre parce que cette fois-ci, ce sont les Gabonais eux-mêmes. L'indépendance du Gabon, que nous le voulions ou pas, ce n'est pas nous qui avons décidé. C'est la même chose que j'ai dit avec le coup d'État de 1964, que nous devons aussi le fêter parce que ça, c'est main du peuple gabonais. Ça ne vient pas de l'extérieur. Donc, il a fait quand même la cohésion entre d'instaurer un service militaire. Pourquoi en France il y avait le service militaire? Ça faisait que le fils du bourgeois du 16e arrondissement pouvait un jour où on l'envoie rencontrer le fils du cultivateur de la Vendée. C'était une sorte de cohésion nationale pour la jeunesse, pour partager une expérience. Donc, moi, il y a des lois comme ça qui ont été faites, qui sont dans cette constitution, que je trouve que... Il y a des dispositions qui vous satisfont. Je suis tout à fait d'accord. Je dis on n'oppose pas les Gabonais. Il y a des dispositions comme la protection et la solidité des parlementaires. Oui. Il faut qu'un parlementaire, quand il travaille, il soit sûr qu'il bénéficie de l'immunité. Il y a beaucoup de choses. C'est comme le droit de reconnaître l'homme et la femme en tant que deux entités qui se valent, non pas qui s'opposent. Il y a des conditionnalités comme ça dans ce référendum, dans cette constitution, qui sont à soutenir. Je n'ai pas dit que tout était à jeter. La seule chose où je trouve des restrictions, où moi je ne suis pas d'accord, et on n'a pas à être d'accord avec moi, c'est que si nous, une majorité des Gabonais, on se retrouve,
c'est ce que moi je demande. Ce n'est pas être contre Oligui. C'est la majorité des Gabonais, en tout cas des électeurs gabonais, qui ont adopté cette constitution exactement. Ce 16 novembre. Parce que les discriminations sont vraiment pour les handicapés, pour tout ça, ce sont de très bonnes dispositions qui vont vraiment aider, même la natalité, favoriser la natalité. Et là-dedans, les Gabonais ne sont pas nombreux. On a beau dire, on ne veut pas des étrangers, on ne veut pas des étrangers, mais si vous mettez les Gabonais, père, mère, cousin, neveu et tout, vous n'arrivez même pas à 1,5 million. Donc on ne peut pas, donc la natalité est une bonne motivation. Mais ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est que le projet de cette nouvelle constitution a réveillé, si vous voulez, quand même les élans de xénophobie qui existent malheureusement dans le pays. Et je pense que c'est aussi important que là, le pouvoir en place travaille là-dessus. Parce que ça, c'est vraiment une étincelle. Et on sait qu'il me semble, dans les années 80, déjà, il y avait eu un grand... Mais vous savez d'où ça vient. Pour le Gabon, en l'occurrence, il y a eu beaucoup d'étrangers qui se sont rendus coupables de beaucoup d'infractions économiques sur... Je suis tout à fait d'accord. Je partage le fait que il y ait eu un dialogue à cet effet. Et comme le disait Anne-Marie, qu'il y ait eu des émissaires, notamment, on a connu des crises en Côte d'Ivoire, etc. Et que c'est une alerte aussi pour tous nos autres pays. C'est pas que ça ne concerne pas que le Gabon. C'est que finalement, la question de l'étranger qui vient gérer nos affaires nous concerne tous en tant qu'Africains. Du coup, dans un monde qui se mélange, ça devient une question de bon sens, finalement. Oui, tout à fait. C'est comme ça que vous percevez aussi la chose, Maëva? Oui, exactement. Moi, déjà, là-bas, j'étais pour l'article 53, parce que je disais qu'il fallait un peu que les Gabonais se retrouvent, parce qu'on sortait de loin. Vous étiez pour le fait qu'il fallait être de père et de mère gabonais. Et comme la majorité, j'ai mis aussi de l'eau dans mon vin, et je me suis dit, bon, on ne va pas écarter une partie, parce qu'on ne peut pas... Ce qu'on veut pour notre pays, c'est un patriote à la tête de notre État. Quelqu'un qui aime le Gabon et qui est là pour les Gabonais. Quand vous dites que vous étiez pour... Oui. C'était par rapport à quoi? Vous craignez quoi? Je craignais en fait un président qui ne soit pas totalement à nous. Qui ne se retrouve pas totalement en nous, qui peut aussi avoir des intérêts ailleurs qu'au Gabon. Donc c'était vraiment ça ma crainte. Et je me suis dit après réflexion qu'on ne peut pas juger le patriotisme ou bien l'amour du pays juste du fait d'être né de père et de mère gabonais. Donc j'étais assez mitigée, mais je suis maintenant pour cette... Mais il y avait aussi, excusez-moi, il y avait aussi le fait que on ne peut pas être chef d'État d'un pays avec plus de 60 dialectes, si ce n'est plus, avec des sous-groupes où le président ne parle aucun dialecte. C'est pour ça que, par exemple, le président Ali Bongo avait beaucoup de mal à communiquer, même avec les gens de son soi-disant, entre guillemets, fief, parce qu'il ne parlait pas le téké. Il ne comprenait pas quand quelqu'un parlait téké, c'est leur dialecte du Haut-Ogooué. Il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. C'est pour ça, d'ailleurs, pour le truc d'image, quand Oligui va se baigner à la rivière, là-bas dans leur coin, dans le Haut-Ogooué, parle dans le dialecte, quand il fait la tournée, c'est pour dire, voyez, moi, je suis votre enfant. Et puis, l'avantage de M. Oligui Nguema, c'est que même ses épouses sont vraiment du coin. Sa femme, sa première épouse est de l'Ogooué Lolo, la deuxième province la plus peuplée, la troisième province la plus peuplée du Gabon. Elle parle son dialecte, elle connaît son dialecte. Sa deuxième épouse est de ma propre province, de l'Estuaire. Elle parle son dialecte. Vous voyez, quelque part, avec Oligui Nguema, les Gabonais se retrouvent en lui, les Gabonais s'identifient à lui. Se retrouvent dans sa façon de faire, parce que même quand il fait les discours, on dit « Ah, il a dit ça, c'est pas ce qu'il fallait dire ». Mais allez dire ça à un Gabonais, il va vous sauter dessus, parce que quand il parle, ils se reconnaissent à sa façon de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous n'êtes pas une opposante frontale, finalement. Non, mais je ne suis pas dans l'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il y a tout simplement que dans la Constitution qui vient d'être votée, oui, il y avait des dispositions qui n'allaient pas, qui pour moi n'allaient pas, et que j'espère que, vu quand même qu'on s'y est opposé, moi je ne veux pas parler d'Alain-Claude Bilebinze, qui est vraiment maintenant l'opposant numéro 1 au Gabon, mais lui aussi il a son passif à lui, comme M. Brice Clotaire Oligui Nguema aussi a son passif. Moi ce que je voudrais, c'est que nous avancions vraiment dans la cohésion et qu'il y ait ce bloc Gabon. Moi je veux un bloc de tous les Gabonais pour dire on a
perdu du temps. C'est quoi les obstacles selon vous? Mais les obstacles, c'est sans cesse. Regardez aujourd'hui, le président, le général président Brice Clotaire Oligui Nguema, étant à moitié du Haut-Ogooué, où il a grandi, où il a passé toute sa vie, en retrouvant son père et se reconnaissant comme étant du Wellington, du nord du Gabon, aujourd'hui, les gens parlent de deux principautés. Vous voyez bien les résultats que vous avez eus. Ce sont les seuls endroits c'est les premiers endroits où on tombe à 98, 83%. Et ça pose quel problème? Que les gens de sa région d'origine votent massivement pour cette constitution, quel problème? Ça pose un problème de cohésion nationale chez vous, de régionalisme? Il y a un problème de cohésion nationale quand vous mettez les deux régions, que vous amenez ce spectre-là à le comparer aux nominations, aux postes que les gens occupent. Là, on voit qu'on ne peut pas privilégier certains, alors que c'est ce qu'on a dénoncé sous l'Ancien Régime, tout simplement parce que ça vient de là, c'est la même... Non, ce sont toutes ces choses, toutes ces petites choses-là qui font que les gens se braquent. C'est un défi important. C'est un défi important de toutes les façons d'équilibrer les ethnies. À tous les pays. Absolument. Avec des groupes multiethniques qui composent nos États, c'est important qu'il y ait quelque chose. Mais je pense qu'après, maintenant, on va donner, effectivement, on va observer comment ça se passe, mais c'est la question de l'ethnie et de l'équilibre régional à travers les ethnies, c'est aussi le défi. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé effectivement des étrangers, mais il y a combien d'ethnies au Gabon? Il y en a combien? Les ethnies au Gabon, une cinquantaine. Oui, il y a une cinquantaine avec des sous-groupes. Avec des sous-groupes. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas... comment est-ce que la société gabonaise va s'organiser justement pour répartir le pouvoir, que ce soit sur le plan local, pour qu'il y ait un vrai équilibre régional? Je pense que c'est aussi le nouveau défi. Quand vous parlez de partir ensemble, je pense que ça, c'est une véritable question. C'est pour ça qu'il y a la loi sur la décentralisation qui est saluée. Et c'est pour ça que les gens se battent aussi en train de se dire, est-ce que cette décentralisation qu'on va activer pour une fois, parce que M. Ali Bongo nous parlait de décentralisation qui s'appelait « Je vis au palais ». Maintenant, cette décentralisation qui sera maintenant inscrite noir et blanc dans la Constitution, est-ce que cette décentralisation-là va vraiment aujourd'hui nous permettre d'avancer tous ensemble avec presque les mêmes chances? Mais en ayant la clairvoyance de regarder en face le problème que ça pose, la question de la décentralisation, on l'a vu dans votre pays, le Cameroun, est-ce que ça suppose, ça garantit que tout Gabonais est partout chez lui au Gabon et qu'il peut être... administrateur dans le Haut-Lentem ou dans le Haut-Ogooué, etc. Ou bien est-ce que décentralisation signifie que les gens soient administrés par un enfant de la localité? Ça aussi, c'est un problème. Mais après, on ne peut pas parler de décentralisation sans parler de déconcentration, parce que c'est la véritable question. Et c'est un peu le défi de nos pays. Donner des moyens aux provinces. Absolument. 5 minutes encore pour finir cette émission. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je veux dire, le schéma, il n'est pas aussi sombre que ça. La présidentielle va avoir lieu dans quelques mois, sans doute. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema sera candidat. On espère. Naturellement, il remportera cette présidentielle. On espère. On espère. Et bon, suivant le chronogramme de la transition, les élections sont prévues en août 2025 parce qu'il y a encore le code électoral à reviser. Il y a aussi les listes électorales aussi à reviser. Donc, je pense vraiment que on sera vraiment dans les temps avec les 2 ans de transition. Et voilà, on espère que... Bon, moi, j'espère que le général sera candidat. Karine Orio, nous avons dit, si les 91,80% traduisent à la fois une adhésion à la nouvelle Constitution et une adhésion au système et à la politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema, que la présidentielle ait lieu la semaine prochaine ou en août. Oui, bien sûr, mais je vais dire, comme mes confrères ont signé un peu partout, c'est que c'était quand même une constitution taillée pour le général Oligui Nguema. On connaît le prochain président de la République? Moi, non. Moi, je ne connais pas. Moi, en tant que... analyste de la politique gabonaise et surtout en tant que citoyenne gabonaise de père et de mère, de génération en génération. Je veux dire, Votre Excellence, Monsieur le Président, le Général Président, le 4 septembre 2023, vous nous avez fait
une joie pendant votre prestation de serment en nous disant « Je suis venu restaurer les institutions, rendre la dignité aux Gabonais et après rendre le pouvoir aux civils. » Un militaire, un véritable militaire, je crois qu'il respecte sa parole. Quand il a dit après, il n'a jamais donné de date. J'espère, ça peut être non. après 2 mandats. Il a dit non. S'il retire sa tenue de militaire, il devient civil. Non, madame, on ne fait pas... Alors c'est intéressant ce que vous dites. Et puis c'est tout. Parole de militaire, il a dit je rendrai le pouvoir aux civils. Il a dit je rendrai le pouvoir aux civils après avoir restauré les institutions et rendre la dignité aux Gabonais. En tant que tel, j'espère que mon général bien-aimé fera respecter sa parole et que surtout... Mais la question, c'est après ses mandats ou... Non, il a dit après avoir remis la Constitution. Le seul militaire. Voilà, on espère tout simplement qu'il va faire en sorte à conduire jusqu'aux élections et après les élections, il ne sera à conduire le peuple gabonais à aller voter le prochain président et qu'il sera ce grand arbitre comme il a été notre grand libérateur. Il n'a pas le droit de changer d'avis. Il pourra changer d'avis, mais la parole donnée d'un général, le grand des généraux, le grand général gabonais, moi je veux croire que le général ne sera pas candidat. Maintenant, si le général est candidat, on va se dire que notre général n'a pas de parole. À sa forme de pertinence, effectivement, même si c'est rare, alors, le seul militaire qui a dit ça, qui a promis ça... Non, c'était... comment ? Oui, au Ghana. C'était au Ghana, mais il y avait aussi un Nigérian, j'ai oublié son nom, au Nigeria. Lui, il a dit, il a fait son coup d'État, effectivement. Ils sont rares, ces militaires qui... comme les civils d'ailleurs. Non, mais moi, je pense que un homme d'exception, il va tenir parole. C'est une équation pertinente que vous évoquez, mais vous pensez qu'il va changer d'avis? Je pense qu'il va changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a quel homme politique qui est capable aujourd'hui de gérer... Quand on regarde la classe politique gabonaise, je pense qu'elle a besoin d'un petit... On va respecter les Gabonais. Oui, mais... On ne va pas leur expliquer qu'à part le président Biscotin, il n'y a plus aucun peut-être il Gabonais. peut avoir, mais pour le moment, qu'on reste avec le... Je pense qu'il faudrait rester avec le général pour se refaire une nouvelle santé politique avec des vrais hommes politiques qui vont plaider pour le Gabon. À la différence, effectivement, que c'est lui qui a pris le risque en août 2023, qui a mis les pieds dans les plats, qui a renversé le président Ali Bongo, et il cultive une forme de relation fusionnelle avec ses compatriotes. Vous l'avez dit, il est accessible, il comprend les Gabonais, il est proche des Gabonais. Que veut-on comme atout? Non, mais évidemment que c'est aux citoyens gabonais de décider. Bien sûr, bien sûr. Par contre, pour finir donc cette émission, nous avions eu 46% de vos compatriotes, et on va finir là-dessus, qui ne se sont pas déplacés. 16 novembre, ça traduit quoi? Ceux-là qui ont observé l'abstention. Pour vous, ça traduit quoi? Ça traduit deux choses. Si au niveau de la diaspora gabonaise de France, moi je traduis ça par la défiance, et puis parce que ils ne sont pas prêts, après tout ce qu'ils ont vécu, d'accepter cette constitution qui a été proposée. Par contre, au niveau du Gabon, il y a plusieurs points. On est en saison de pluie, il y a les déplacements difficiles, la campagne pour le oui ou pour le non n'a pas été faite vraiment dans des coins reculés du Gabon. Donc, et le fichier électoral, c'est le même fichier électoral de 2023. Donc, ils se sont basés sur ça. Si on fait bien le rapport entre l'abstention et les résultats, on peut se rendre compte que si on se projette bien, c'est quand même la plupart des endroits du Gabon où on ne pouvait pas se déplacer. C'est là où il y a eu le plus d'abstention parce que les gens n'avaient pas la possibilité d'aller voter. Ceci étant dit, il y a quand même une abstention importante auquel le président devrait tenir compte pour qu'on continue notre vivre ensemble, notre allégresse du 30 août. Voilà,
C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Voix des mots, Maëva Leroy. Je dirais que voilà, il est important aussi de comprendre que le taux d'abstention ne signifie pas forcément le mécontentement ou encore le désintérêt des Gabonais. Ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'on soit en période scolaire et qu'il y a beaucoup de Gabonais qui vivent à la capitale et qui ont eu l'incapacité de pouvoir se joindre dans les différents bureaux de vote. Voilà, ils sont inscrits du coup à l'intérieur du pays, et pareil aussi pour ceux vivant à l'intérieur du pays pour se joindre à la capitale. Voilà, il y a eu aussi ce problème-là et aussi le fait que certains aussi avaient adopté, je pense, une posture défaitiste. En fait, ils se disaient que c'est toujours pareil, ce sont les mêmes choses qui vont se passer. Que de toute façon, voilà. Lui va l'emporter. De toute façon, voilà, dû à l'ancien système, voilà, qui c'était toujours sans surprise. On savait, les gens savaient, ils n'avaient pas besoin d'aller au bureau, ils savaient que voilà, ils devaient toujours. Par contre, voilà. si on se fie, on peut laisser la diaspora de côté, puisque ce n'est pas elle qui a donné le plus grand chiffre. Le plus grand lot des lecteurs au Gabon se trouve à Libreville. Et c'est là où on concentre la majorité de la population. Or là, l'abstention a eu une grande place. Donc, M. Oligui Nguema, il doit travailler parce que là, ça compte. Se rapprocher davantage. Se rapprocher davantage. Rapprocher davantage des Gabonais. Et Karine Orio, on aura retenu quand même que le cas gabonais, finalement, ils arrivent à réussir quand même la transition. Il n'y a pas de heurts majeur. Il y a effectivement quelques Gabonais qui, sur les réseaux sociaux, s'invectivent, mais ça fait partie de l'époque, ça fait partie du jeu politique. Mais en gros, le Gabon se défend très bien avec sa transition. Absolument. En tout cas, il y a un calendrier qui est respecté. Il y a un devoir de transparence. On a salué les efforts au niveau de la transparence. Il y a un vrai dialogue qui est mis en place pour l'amélioration de la gouvernance, pour maintenir cette dynamique. Et on ne peut que saluer ça en tant qu'Africains et saluer cet effort. Merci. Merci à vous. J'ai rappelé dans mon introduction les propos du Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville. Il disait donc au dialogue national, lui qui présidait dans ce dialogue, il nous faut saisir cette occasion qui est une occasion historique pour léguer à la postérité un Gabon plus juste, un Gabon plus fraternel, un Gabon prospère. Qu'il en soit ainsi. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous dont le numéro de ce jour a été consacré au Gabon. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.